Ce matin, Étienne évoquait la rencontre entre Einstein et Bergson et j'ai senti venir Proust. Et justement, donc, grâce à Antoine Compagnon, un des meilleurs connaisseurs, peut-on dire, au sens anglais du terme, un des meilleurs spécialistes de Proust, nous allons avoir la chance d'entrer dans les arcanes, dans cette cathédrale du temps que Proust a dessinée pour nous. Et donc, je vous cède la parole, cher Antoine, c'est à vous. Bonsoir, je vais vous parler de ce grand trou noir qu'est la recherche du temps perdu pour un certain nombre d'entre vous. Proust est l'auteur de À la recherche du temps perdu, dont le dernier volume s'appelle Le temps retrouvé. Sans doute s'imposait-il qu'il fût inclus dans ces journées. On parle beaucoup de Proust en ce moment et à propos du temps parce qu'on est en train de célébrer le centenaire de ce prix Goncourt qui lui a été donné pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs il y a tout juste 100 ans, à la fin de l'année 1919. Et cela me fait penser que ma propre lecture de Proust, elle date déjà d'il y a 50 ans. J'ai lu Proust en 1968-1969, à l'époque où j'étais en classe préparatoire scientifique, dans ces beaux exemplaires du livre de poche, parce que Proust était dans le livre de poche. Et c'est peut-être l'une des raisons qui ont fait que j'ai peu à peu renoncé à une carrière scientifique pour une carrière littéraire, quoique je ne crois pas beaucoup à la différence de ces deux cultures. En tout cas, ça nous donne tout de suite le sens de ce rapport au temps. Lorsque j'ai lu Proust, il n'y avait pas 50 ans que Proust était mort. Il y a aujourd'hui plus de 50 ans qui se sont écoulés entre ma première lecture de Proust et aujourd'hui. Nous sommes dans un temps qui est historique et j'essaierai de parler justement de cette manière dont le temps peut être retrouvé, comme Proust le propose, et aussi de cette façon que nous avons de vivre dans des temps différents. Nous vivons à un instant donné, dans une apparente simultanéité, mais des temps différents. Voici donc ce qui est pour moi, au fond, une madeleine. La manière dont j'ai lu Proust il y a 50 ans, dans ses ouvrages, dans Le temps retrouvé. Proust, ou le narrateur de la recherche du temps perdu, dit justement que s'il était bibliophile, ce qu'il aimerait collectionner, ce seraient les premières éditions dans lesquelles il avait lu les livres. Sa propre bibliothèque, ce serait celle de ses premiers exemplaires. Donc ceci, et non ceux-là, c'est-à-dire les exemplaires qui ont une valeur, parce que ce sont les premiers exemplaires du côté de chez Swann, publiés en 1913 chez Grasset et repris en 1917, alors que la guerre allait terminer chez Gallimard sous une autre couverture. Et on ne peut pas, sans reculer un peu, savoir ce qu'était cette recherche avant de se trouver dans ce volume chez Grasset. Voici ce qu'elle était. Voici la page des épreuves de cette première page de Combray, dans la recherche du temps perdu, qui nous montre là aussi ce qu'est c'est que le travail du temps. Et vous voyez qu'au moment où Proust travaillait sur épreuve, à la dernière étape du roman, eh bien, la grande contingence qu'il y avait encore, puisque vous voyez que sur épreuve, eh bien, Proust réécrivait encore beaucoup, sinon tout, de la recherche du temps perdu, ce qui fait que Grasset lui a facturé la correction de ces épreuves extrêmement chères, puisqu'il n'était pas question de les corriger telles quelles, il fallait tout recomposer. Et puis Proust, voilà ce que c'était en 1913. Aujourd'hui, qu'est-ce que Proust ? Là aussi, c'est le sens du temps. C'est le sens du temps. Proust, à mon sens, aujourd'hui, c'est une marque. Voici la publicité qui avait été lancée par Kindle par Amazon, au moment où ils ont lancé le Kindle en France, il y a quelques années. Et vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez lire, que Kindle a été lancé avec comme publicité
Longtemps je me suis couché de bonne heure. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Cette phrase que beaucoup d'entre nous associons à la recherche du temps perdu, puisque c'est sa première phrase. Proust est devenu une marque, un signe de distinction, un siècle après ce prix Goncourt. Et voilà à peu près ce qu'on fait de Proust aujourd'hui. C'est le parcours depuis les épreuves jusqu'au t-shirt illustré de son effigie ou de ce QR sur lequel il suffit de cliquer pour obtenir l'œuvre de Proust, La recherche du temps perdu. Voilà comment on est passé de cette épreuve monstrueuse que je vous montrais à un texte d'aujourd'hui. Que dire de nouveau sur Proust et le temps perdu, Proust et le temps retrouvé? Je me suis un peu creusé la tête, mais je voudrais d'abord revenir à ce qui est cette théorie du temps retrouvé chez Proust. Et voici peut-être ce qui, dans le temps retrouvé, la résume le mieux, la synthétise le mieux. C'est donc dans la partie du temps retrouvé appelée l'adoration perpétuelle, où après plusieurs milliers de pages, le narrateur du temps perdu découvre enfin comment il pourra réaliser cette œuvre littéraire qu'il a été impuissant à créer jusque-là. Et si vous vous en souvenez, c'est après 3 de ces réminiscences, 3 de ces épisodes de mémoire involontaire qu'il découvre enfin le truc qui expliquait la Madeleine de 1000 pages plus tôt. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce qu'au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et cette loi, c'est bien celle du temps, qui fait qu'on ne peut pas vivre en même temps le passé et le présent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, cette fourchette qui lui a rappelé le marteau contre une roue de chemin de fer des années plus tôt. Bruit de la fourchette et du marteau, même titre de livre, etc., à la fois dans le passé et le présent. Il vient d'avoir pris un livre dans la bibliothèque où il attend d'entrer à la réception, et c'était François Le Champy qui l'avait lu enfant. Et à ce moment-là, on vit un moment à la fois dans le passé, ce qui me permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens, par le bruit, le contact du linge, autre réminiscence, avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur. Voilà, je crois, ce qui résume toute cette théorie du temps retrouvé, cette façon de vivre, de pouvoir vivre en même temps par l'imagination et par la réalité, un événement du passé et un événement du présent. Le passé survit dans ses sensations, un petit peu dit Proust ailleurs, au tout début du roman, comme dans des objets inanimés, et il peut survivre, il peut revenir à la réalité. Et voici la suite du passage qui nous donne le sentiment de pouvoir survivre à la mort, mais qu'un bruit, qu'une odeur, ces sensations, déjà entendues ou respirées jadis, le soient de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se retrouve libérée, et notre vrai moi qui parfois depuis longtemps semblait mort mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Et voici sans doute l'une des phrases les plus célèbres de toute la recherche du temps perdu qui se trouve dans le temps retrouvé.
une minute affranchie de l'ordre du temps, à recréer en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Donc dans le contact de ces deux sensations, eh bien nous sortons en quelque sorte du temps, et celui-là, on comprend, cet homme qui sort de l'ordre du temps, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir? Et cette expérience qui nous fait donc sortir du temps, mais en quelque sorte toucher aux essences. On ne peut pas oublier que la recherche du temps perdu, c'est aussi une recherche de la vérité. Eh bien, c'est ce qui nous fait sortir du temps pour rejoindre l'idéal, pour rejoindre la vérité, pour rejoindre l'éternité hors du temps. C'est ça le temps retrouvé, que, puisqu'on m'avait demandé qu'entend Proust par le temps retrouvé, ben, je crois que voici la réponse. C'est grâce à la mémoire involontaire, aux sensations, la recherche de l'absolu, et d'un absolu qui permet de franchir les limites du temps et de la mort. Et aussitôt après cette découverte, eh bien, le narrateur du temps retrouvé comprend que c'est ça la ressource et le ressort de l'art, que toute l'œuvre sera construite sur cette démarche. Et voici un peu plus loin ce qu'on peut lire. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité, et vous voyez bien qu'il s'agit de vérité, et non seulement de retrouver le passé. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, comme ces deux sensations éloignées dans le temps et dans l'espace, posera leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qui est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style. Et je crois qu'on a là tout ce qui est la théorie esthétique proustienne, de cette mise en rapport d'éléments qui, en principe, semblent étrangers l'un à l'autre à travers un style. Même ainsi que la vie, quand en rapprochant une qualité commune à deux sensations, l'expérience de cette mémoire involontaire, il dégagera leur essence commune. Et vous voyez qu'on a de nouveau un vocabulaire de la philosophie et de l'essence, en les réunissant l'une à l'autre pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore. Donc de cette théorie du temps retrouvé, eh bien, se dégage toute une esthétique ou une théorie de l'art, au principe de laquelle se trouve ce que Proust appelle métaphore, mais c'est une métaphore dans un sens très large que cette mise en rapport des deux temps. Voilà, au fond, ce que l'on peut dire du temps retrouvé, mais il y a évidemment beaucoup plus sur le temps dans cette recherche du temps perdu, et l'une des données sur lesquelles je voudrais insister et qui me paraît les plus importantes dans cette recherche, c'est l'idée de l'épaisseur du temps. Entre ce temps perdu, ce temps passé et ce temps retrouvé, il y a une pluralité du temps. Il y a l'idée que nous vivons plusieurs temps à la fois, ou dans plusieurs temps à la fois. Et c'est la théorie d'un des meilleurs lecteurs de Proust, qui est le philosophe allemand émigré aux États-Unis, Siegfried Kracauer. C'est un théoricien de la mémoire, Kracauer, et de cette mémoire qui l'oppose à la photographie. Très intéressant. La photographie, c'est au fond le contraire de la mémoire. La photographie, c'est une menace pour la mémoire. Et voici ce que disait Kracauer. The world has become a photographable present, and the photographed present has been entirely eternalized. Donc la photographie, c'est l'anti-mémoire. Seemingly ripped from the clutch of death, in reality, it has succumbed to it.
La photographie, c'est le contraire du temps retrouvé, c'est le contraire de cette sensation qui permet de regagner le temps. Et Krakauer, c'est celui qui a le mieux théorisé cette idée que le temps que nous vivons n'est pas cohérent. Il était tout à fait opposé à l'idée d'esprit du temps, comme on dit en allemand de Zeitgeist. Il voyait que tout présent était un assemblage de temps hétérogènes, d'événements incohérents, de tendances autonomes. Le temps présent est simultané, au sens le plus simple du terme, mais nous ne sommes pas contemporains dans le présent. Nous vivons tous sur des trajectoires autonomes qui sont soumises à des lois spécifiques, à des histoires spécifiques. Côte à côte, nous sommes sans doute simultanés, mais nous ne sommes pas contemporains. La simultanéité dans le temps n'est qu'une apparence de simultanéité. Et c'est aussi ce qui illustre toute la recherche du temps perdu. La simultanéité est une apparence. Et on peut comparer cela aux étoiles dont il a été question certainement aujourd'hui. De même, c'est toujours Krakauer, que l'apparente simultanéité des étoiles dans le ciel d'aujourd'hui se décompose pour l'astronome en une immense diversité dans l'éloignement temporel. Eh bien, je crois que c'est ça aussi la proposition proustienne. Une apparente simultanéité de tous ces individus, de tous ces êtres, de toutes ces monades, une apparente simultanéité, mais un présent qui est fait d'anachronisme, d'intemporalité, d'anticipation. Nous ne vivons pas tous au même moment, nous sommes chacun dans sa propre courbe historique, nous sommes voisins, nous coexistons, si vous voulez, nous sommes simultanés, mais nous ne sommes pas des contemporains. Et voici un exemple de cela, c'est Charlus, le baron de Charlus, qui est mal placé à table chez les Verdurins, après la Raspelière. Et ça se situe justement après une tirade où il est question d'en être. Qu'est-ce que ça veut dire en être si nous en sommes tous à un moment différent? Nous vous avons mis seulement à gauche, lui dit M. Verdurin. M. de Charlus, avec un sourire compréhensif, bonhomme et insolent, répondit « Mais voyons, cela n'a aucune importance ici. » Et il eut un petit rire qui lui était spécial, un rire qui venait probablement de quelque grand-mère bavaroise ou lorraine qui le tenait elle-même, tout identique d'une aïeule, de sorte qu'il sonnait ainsi inchangé depuis pas mal de siècles dans de vieilles petites cours de l'Europe, et qu'on goûtait sa qualité précieuse comme celle de certains instruments anciens devenus rarissimes. Chez les Verdurins, M. de Charlus est un être qui a vécu déjà plusieurs siècles. Il est un anachronisme, on peut dire d'une certaine façon qu'il est la persistance de l'Ancien Régime à la fin du XIXe siècle. Il est l'illustration de cette thèse, et vous voyez qu'il dit « ça n'a aucune importance ici ». Sous-entendu, ailleurs cela pourrait en avoir. Il est toujours question donc d'espace dans la géographie de la France contemporaine, mais d'espaces qui vivent des temps différents. Et M. de Cambremer est gêné, lui qui est un aristocrate, de cet impair des Verdurins sur la hiérarchie des rangs, baron et comte, mais expliqua M. Verdurin, blessé, c'est à dessein, je n'attache aucune importance au titre de noblesse. Nous sommes en République à la fin du XIXe siècle. Mais enfin, puisqu'il y avait justement M. de Cambremer et qu'il est marquis, comme vous n'êtes que baron, permettez, répondit M. de Charlus avec un air de hauteur, à M. Verdurin étonné, je suis aussi duc de Brabant, damoiseau de Montargis, prince d'Oléron,
de Carency, de Viareggio et des dunes. D'ailleurs, cela ne fait absolument rien. Ne vous tourmentez pas, ajouta-t-il en reprenant son fin sourire qui s'épanouit sur ces derniers mots. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. Et je crois que voilà une excellente illustration de ce déphasage des temps qui fait que Charlus, au fond, à la fin du XIXe siècle, se sent mieux avec les prolétaires qu'avec les bourgeois. Et c'est avant la guerre de 14-18, très présente dans la recherche du temps perdu et qui, au fond, aplanira tous les temps. Dans la guerre, tout le monde sera vraiment contemporain. Il y a l'idée, donc, très présente dans ce livre que la véritable simultanéité n'existe pas et que ce que nous avons à apprendre, c'est vraiment que le monde n'est pas simultané. Il n'est simultané, comme disait Krakauer, que de manière formelle. Et comme vous le voyez, cela a affaire au savoir-vivre. Monsieur Verdurin fait une erreur parce qu'il n'a pas de savoir-vivre. Savoir-vivre, c'est au fond savoir que nous ne sommes pas contemporains. Celui qui fait des gaffes dans la vie, c'est celui qui pense que nous sommes tous contemporains. Et c'est pourquoi les enfants font souvent des impairs, parce qu'ils n'ont pas encore compris cette grande loi de la vie. Pour l'illustrer, je voudrais vous montrer une petite image. C'est quelques mots, un tout petit passage du portrait souvenir qui avait été montré à la télévision en 1962 de Proust, où on entend tous les contemporains de Proust, les derniers témoins de sa vie. Il est mort en 1922, qui parlent, qui sont interrogés. Et voici Daniel Halévy. En 1962, il a 91 ans. Il était au lycée Condorcet avec Proust et il évoque ce moment où il a connu Proust au lycée Condorcet. Alors n'oublions pas, quand on regarde ça, que Proust est mort très jeune. Il est mort à l'âge de 50 ans. J'aurais pu le connaître s'il avait vécu 90 ans. Je n'ai pas connu Daniel Halévy, mais ce qui est très impressionnant dans ce documentaire, que je vous recommande d'aller consulter sur le site de l'INA, eh bien, c'est que tous ces contemporains de Proust, ils sont à l'article de la mort. Daniel Halévy meurt un mois après que ce documentaire passe à la télévision, époque, là aussi, autre temps, qui est aussi notre temps, où il n'y avait qu'une chaîne de télévision en France en 1962, et où, à 8h30, après les nouvelles, on passait 1h30 sur Proust, de documentaires littéraires. Eh bien, écoutant Daniel Halévy parlant en 1962 de Proust, on a un épisode de Madeleine, ce geste qu'il évoque, qui date des années 1880, la main de Proust sur son épaule, rien de plus émouvant. Et pensons aussi que dans ce geste, il y a, avec ce geste, il y a cette langue. Vous avez entendu la langue de Daniel Halévy, eh bien, c'est la langue de Proust. Malheureusement, nous n'avons pas de témoignage de la langue de Proust, nous n'avons pas d'enregistrement de Proust. Mais vous avez entendu que ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre langue française. Daniel Halévy qui dit, en parlant de Proust et des autres, c'est camarade. Hein, on ne prononce pas toutes les syllabes du temps de Proust. Voilà l'idée que c'est la diapo suivante, hein, que nous ne vivons pas dans la contemporanéité. Et l'un des meilleurs témoignages pour Proust, c'est cette idée que la ville elle-même n'est pas contemporaine. La ville, c'est comme la langue. Je n'avais jamais songé qu'il pût y avoir un édifice du XVIIIe siècle dans la rue Royale, de même que j'aurais été étonné si j'avais appris que la porte Saint-Martin
et la porte Saint-Denis, chef-d'œuvre du temps de Louis XIV, n'étaient pas contemporains des immeubles les plus récents de ces arrondissements sordides. Eh bien, cette idée que la ville, c'est du temps écrasé dans l'espace, et Proust fait souvent cette comparaison entre la ville et la langue. À propos de Venise, cette pauvre ville de Venise, si torturée aujourd'hui. Lorsqu'il est à Venise, il a l'impression de se promener dans l'histoire, se promener dans la ville, se promener dans la littérature, se promener dans la langue, c'est se promener dans cette épaisseur du monde, dans ce que Proust compare très souvent à des phénomènes géologiques et à des couches géologiques qui remontent. À tout moment, les couches remontent. Et il y a de très beaux exemples de cette remontée de la langue, de ces retours de la langue du passé dans la langue, et j'aimerais vous en montrer encore un ou deux. Voici Monsieur Verdurin pour montrer cette rémanence ou ce retour du passé dans la langue. Monsieur Verdurin ajouta un mot qui signifiait évidemment ce genre de scène touchante et de phrases qu'il désirait éviter. Mais il n'a pu m'être dit exactement, car ce n'était pas un mot français, mais un de ces termes, comme on en a dans les familles, pour désigner certaines choses, surtout les choses agaçantes, probablement parce qu'on veut pouvoir les signaler devant les intéressés sans être compris. Ce genre d'expression est généralement un reliquat contemporain d'un état antérieur de la famille. Dans une famille juive, ce sera un terme rituel détourné de son sens et peut-être le seul mot hébreu que la famille, maintenant francisée, connaisse encore. Dans une famille très fortement provinciale, ce sera un terme du patois de la province, bien que la famille ne parle plus et ne comprenne même plus le patois. Dans une famille venue de l'Amérique du Sud et ne parlant plus que le français, ce sera un mot espagnol. Un passage qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque, comme on sait, la mère de Proust était juive, et un certain nombre de commentateurs pensent que ce pouvait être des mots yiddish qui restaient dans la famille. À tout moment, il y a donc une pluralité des temps. Nous vivons dans une pluralité des temps, et comme je le disais, il y a un moment exceptionnel dans la recherche du temps perdu qui est celui de la guerre de 14-18, dans le temps retrouvé. Beaucoup de pages sur la guerre de 14-18, et la guerre de 14-18, eh bien, c'est une sorte d'aplanissement des temps. Cela remet la pendule à zéro, cette pendule qu'il faudra que je respecte bientôt. La pendule est remise à zéro par la guerre. En 1913, par exemple, en 1913, juste avant la guerre, pas d'écart temporel plus grand dans la littérature qu'entre Edmond Rostand et Apollinaire. C'est l'année d'alcool d'Apollinaire et c'est l'année des grands succès d'Edmond Rostand en alexandrin. Eh bien, aussitôt la guerre déclenchée, en août 14, la guerre arrête le temps et tous deux composent de la poésie patriotique. Et on peut dire d'une certaine façon que c'est véritablement la fin de l'Ancien Régime, la fin de cet Ancien Régime qui creusait la différence entre M. Verdurin et le baron de Charlus. Tous vivaient différents fils du temps et il y a là un moment unique de rassemblement, de convergence. Le changement profond opéré par la guerre, ainsi que le décrit Proust, c'est un changement qui remet un nouveau départ au calendrier. Et Proust décrit ainsi ce moment, c'est cette diapositive. À vrai dire, ce changement profond opéré par la guerre était en raison inverse de la valeur des esprits touchés, du moins à partir d'un certain degré. Et Proust donne
décrit ici une sorte de gradation pascalienne. Il y a les purs sots, les purs gens de plaisir qui ne s'occupent pas de la guerre et qui n'ont pas vu qu'il y a une rupture totale dans le temps. Et puis il y a les demi-savants, et puis enfin il y a les gens supérieurs qui ont compris qu'il y avait quelque chose de supérieur au temps. Tout en haut, ceux qui se sont fait une vie intérieure ambiante ont peu égard à l'importance des événements. Et Proust cite Chateaubriand en bas de ce passage pour dire que pour Chateaubriand, un chant d'oiseau, une brise chargée de l'odeur de réséda sont des événements qui sont plus importants que les grandes dates de la Révolution et de l'Empire. Ces événements ont inspiré à Chateaubriand des pages d'une valeur infiniment plus grande. Voilà que le temps de Proust est un temps pluriel, vous le voyez. Il n'y a pas seulement le temps perdu et le temps retrouvé, mais il y a cette expérience de la pluralité des temps. Je pourrais en donner beaucoup d'autres exemples. Par exemple, tout ce que Proust dit sur le deuil. Le deuil, expérience de grande importance dans le roman. Dans le deuil, on est plongé, dit-il, simultanément dans le passé et dans la réalité actuelle. Le deuil, au fond, c'est un peu comme la mémoire involontaire. C'est un peu comme la mémoire involontaire, c'est le négatif de la mémoire involontaire, et il n'y a sans doute pas de moment plus émouvant dans la recherche du temps perdu que cette mémoire involontaire que Proust appelle les intermittences du cœur. Les intermittences du cœur, voilà encore une notion temporelle où nous vivons en même temps le passé et le présent dans cette expérience malheureuse. Le deuil, c'est donc la mémoire involontaire malheureuse, mais qui elle aussi nous fait vivre à la fois dans le présent et dans le passé. Merci. Proust, quand vous dites pluralité du temps, c'est qu'il ne se limite pas à raconter une façon de percevoir le temps. Parce qu'il y a certains temps dont vous donnez l'exemple qui sont spatialisés, comme sa promenade dans la ville, ou un autre exemple qui ne me revient pas tout de suite, et d'autres temps qui sont plus proches d'une expérience du temps vécu, comme le décrit Bergson, des sortes de points de vue éphémères sur la réalité. Enfin, je ne sais pas si c'est ça justement qu'il y a contenu dans l'œuvre de Proust, c'est-à-dire à la fois une sorte de temps vécu et en même temps un temps plus physique et spatialisé. Alors, il y a cette spatialisation du temps que vous avez entendue, hein, il y a cette comparaison de la ville et de la langue. Hein, pour Proust, la ville et la langue sont très proches, notamment quand il parle de Venise. Se promener dans une ville, c'est se promener dans le temps. Se promener dans la littérature, c'est se promener dans le temps. Hein. Se promener dans la langue, c'est se promener dans le temps. Et il y a beaucoup sur la langue, c'est pourquoi j'aimais bien vous faire entendre ce petit extrait de ce portrait souvenir, pour nous rappeler que Proust ne parlait pas notre français d'aujourd'hui. Le français de Daniel Halévy n'est pas le nôtre. Et puis il y a l'idée que je trouve chez Siegfried Kracauer, mais qui lui vient de Proust, elle lui vient de Proust, que nous sommes là ensemble, ici, mais que nous sommes à différents moments de l'histoire, que nous sommes seulement, je dirais, formellement contemporains ou formellement simultanés, mais que nous ne sommes pas réellement contemporains. Et que nous sommes à différents moments de la trajectoire
historique, pas seulement de notre propre trajectoire de temps vécu, mais à différents moments de la trajectoire historique. Et c'est pourquoi je prenais l'exemple de 1913, Edmond Rostand et Guillaume Apollinaire ne sont pas sur la même trajectoire historique en 1913. Et là, il y a un cataclysme, qui est le cataclysme de la guerre, qui fait qu'il y a un carrefour, et qu'ils se rejoignent, et que tous les deux écrivent de la poésie patriotique. Ce n'est pas exactement la même poésie patriotique, hein. L'un l'a fait en alexandrin, et l'autre, ce sont des calligrammes, mais il y a des moments rares de carrefour. Mais je pense que ce qui est important ici, avec Krakauer, c'est cette idée que nous ne sommes pas contemporains. Je ne suis pas contemporain des digital natives que je vois pianoter avec leurs doigts sur leur téléphone portable. Je ne suis pas leur contemporain. Nous vivons simultanément, mais je n'ai pas... Et je pourrais dire que cette non-contemporanéité va même jusqu'à dire que nous n'avons pas le même corps. Hein, et peut-être que nous n'avons pas tout à fait le même cerveau, hein, puisque ces transformations qui sont liées à la grande fracture que nous avons vécue récemment, qui est celle de la révolution numérique, fait que nous pouvons faire cette expérience de manière très brutale aujourd'hui de n'être pas tous contemporains. Hein. Lorsqu'on parle de fracture numérique, on désigne cette non-contemporanéité des uns et des autres. Oui, nous ne sommes pas contemporains. Je crois que c'est l'une des grandes leçons de la recherche du temps perdu. C'est aussi une notion qui est peut-être liée au temps retrouvé, à la mémoire involontaire, mais sur laquelle il faut, je crois, aussi insister. Oui, bonjour. Vers la fin de sa vie, dans certaines de ses lettres... Comment ? Vers la fin de sa vie, Proust, dans certaines de ses lettres, semblait faire référence à la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Est-ce que vous avez quelques détails sur ce sujet, s'il vous plaît? Alors, vous avez raison de poser cette question. On vient d'évoquer Bergson, vous évoquez Einstein. Les deux comparaisons ont été faites dès 1913 pour Bergson, et lorsque, du côté de chez Swann, que je vous montrais, dont je vous montrais la première édition, c'est Grasset, est publiée en 1913, dès les premiers articles, on veut rapporter la théorie du temps de Proust et la théorie de la mémoire à la théorie de Bergson. Et Proust, oui, puis ça me permet de compléter la réponse à la première question, Proust prend soin, dès les premiers entretiens en 1913 avec les journalistes, de dire que sa mémoire involontaire n'a rien à voir avec la mémoire de Bergson. Donc il refuse cette assimilation. L'assimilation avec la relativité, elle est faite dès le lendemain de la guerre. Dès 1919, ce que nous vivons aujourd'hui, le centenaire du prix Goncourt, Proust devient vraiment célèbre avec le prix Goncourt. En 1919, on parle de lui beaucoup, même si c'est lui qui donne sa célébrité au prix Goncourt. Le prix Goncourt n'était pas encore très célèbre en 1919. En tout cas, il est beaucoup question d'Einstein. Il y a un article qui est écrit sur Proust et Einstein dès 2021. C'est fait tout de suite. La comparaison de cette théorie de la relativité est restreinte, je pense, plutôt. Et Proust, à ce moment-là, Proust ne le nie pas. Proust ne le nie pas. Vous savez que la visite d'Einstein à Paris en 1921, si mes souvenirs sont bons, ou début 22,